Et vous êtes toujours à l'écoute de Coin Maroc sur CKVL 100.1 FM. C'est Mohamed, bonsoir. Bonsoir, c'est Mohamed. La question d'argent. La rubrique question d'argent est là aujourd'hui avec un nouveau thème, un nouveau sujet. C'est comment acquérir sa propriété, c'est-à-dire comment s'acheter sa propre maison. C'est ça ce que tu veux dire? Exactement. La chronique d'aujourd'hui, c'est comment acheter sa propriété et en 6 étapes. En 6 étapes. Exact. Ok, donc c'est quoi la première des étapes? La première des étapes que je préconise à nos auditeurs, c'est de préparer leur bureau de crédit et la mise de fonds. C'est quoi la préparation de bureau de crédit? C'est de faire sortir leur bureau de crédit, de voir s'il y a des anomalies qui sont enregistrées sur ce bureau de crédit. Le pointage. Le pointage. S'il y a des archives de recouvrement, il faut les corriger. Des antécédents rouges. Exactement. Il faut tout ça avant d'aller à la banque. Okay. Il faut le corriger. Et ça se fait d'une façon... Par exemple, parfois, il y a des téléphones qu'on a oubliés, qui ont été avec telle compagnie. Donc, si ça sort sur le bureau de crédit, avant d'entamer la procédure, on corrige ça. Le deuxième point dans la préparation, c'est de préparer sa mise de fonds. Donc, si je décide d'acheter, je vais acheter avec quoi? Est-ce que j'ai l'argent en banque? Est-ce que je vais acheter avec mon RIA? Est-ce que je vais acheter avec un don des parents? Donc, ce point-là, il doit être déterminé en premier lieu avant d'entamer la deuxième étape, l'étape de la recherche. Et aussi d'avoir le budget. Ça veut dire que moi, comme personne, je travaille, voilà mon salaire, je vais acheter à quel niveau? Tout ça, c'est le processus de préparation. Qu'est-ce que tu veux dire acheter à quel niveau? Par exemple, si quelqu'un gagne 50 000, normalement, il ne va pas opter pour l'achat d'une maison de 350 000, 400 000. Donc, ça va juste 50 000, on parle 260, à peu près une hypothèque d'à peu près de 100 000 $. C'est à peu près 4 à 5 fois son salaire brut annuel. Donc, la première des choses dans la préparation... Avec ce chiffre-là, tu donnes de l'espoir aux gens. Hein. Moi, je connais des gens qui ont plus que 50 000, ils ont acheté à 260, 280 comme ça, mais pas de 200. C'est ça le prix, parce que tu t'achètes... le taxe et tout ça. La mise de fonds et tout ça, donc tu arrives à peu près dans les alentours de 200 000 comme hypothèque. Ok. Quand on a fait cette préparation-là, donc la mise de fonds, puis on a établi le budget pour l'achat, puis on a corrigé toutes nos affaires sur le bureau de crédit, on entame la deuxième étape qui est la recherche de propriété. Donc, soit on le fait nous-mêmes si on a le temps, ou bien on fait recours à un agent immobilier qui va nous envoyer des propriétés dans des quartiers qu'on aime. Envoie-moi telle place, puis voilà les caractéristiques que je veux. Il va t'envoyer des dizaines de propriétés que tu vas sélectionner, choisir. De propositions, oui. Exactement. Et tu vas entamer les processus de visite avec lui. Donc, il va te préparer un calendrier de visite. Tu commences les visites, puis tu fais tes choix. Tu arrêtes sur 2, 3, puis tu élimines au sein de la famille. On veut ça, puis après ça, ça va être un choix. Quand il va y avoir l'arrêt du choix sur une propriété, là, tu fais une offre d'achat. Ça, c'est tu proposes ton prix. Tu proposes ton prix avec l'agent selon tes moyens, oui. Puis, tu arrives jusqu'au budget que tu as déterminé à la phase 1 qu'on avait dit. OK. Quand vous êtes entendu avec les vendeurs sur un prix déterminé, tu entames la troisième phase, qui c'est la recherche de prix hypothécaire. Soit avec ta banque, ou bien avec un courtier hypothécaire. Ce qui va nous donner, il va te chercher le meilleur taux, puis l'amortissement nécessaire, puis les paiements, est-ce qu'on inclut les taxes ou n'implique pas les taxes. Donc, toute cette paperasse-là, c'est soit ta banque, ton conseiller bancaire en hypothèque, ou bien ton courtier hypothécaire qui va l'entamer. Okay. À la fin quand ton prêt est approuvé, donc les documents sont envoyés chez le notaire avec l'approbation hypothécaire. Il y a un autre point que j'ai oublié de t'en parler, c'est au même temps que le processus d'approbation hypothécaire, l'acheteur fait
après qu'il a choisi la propriété, il fait son inspection de cette propriété-là. Ah oui, ça c'est très important. Et il va faire ça, je conseille tout le monde de la faire parce que c'est le point de lance. Il y a ce qu'on appelle les vis cachés et puis les Exactement. trucs. Parce que pendant les rénovations, le propriétaire peut faire des rénovations qui ne sont pas à la hauteur ou bien qui cachent des problèmes derrière des faux... Moi, je peux te dire que le rapport d'inspection, c'est comme le check-up annuel qu'on fait chez le médecin. Donc, s'il arrive quoi que ce soit dans la propriété, puis tu es obligé d'aller devant la cour et tout ça, c'est quoi ton point de départ? C'est ce rapport-là de l'inspecteur. Il te dit, voilà, j'ai inspecté la propriété à une telle date, voilà les photos, voilà les problèmes, voilà qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette propriété-là. C'est très important. Donc, quand tu acceptes le rapport d'inspection, puis l'hypothèque est acceptée, la banque envoie les instructions chez le notaire, puis l'agent des meubles ramène tous les papiers où tu as accepté l'offre d'achat et tout ça chez le notaire. Le notaire va vous convoquer pour la passation chez lui. Premièrement pour la signature de l'hypothèque en premier lieu, et deuxième lieu pour la signature de l'acte de vente. Donc, le jour où vous signez chez le notaire, vous devenez propriétaire. Et à partir de là, ça commence le compte de taxes, ça commence l'hypothèque à courir. Il y a une 6e étape que j'ai rajoutée, c'est après l'achat. OK. Parce que beaucoup de monde, ils font les calculs pour la mise de fonds, pour les frais de notaire, mais ils oublient qu'il y a un après-achat. Ça concerne quoi? Ça concerne, quand on parle de l'après-achat, c'est le déménagement. Parce que si, par exemple, toi, tu habites sur la rive sud, puis tu as acheté la rive nord, il y a un coût pour ce déménagement-là. Deuxièmement, il y a le coût des petits travaux que tu vas faire sur la maison. Parce que toi, tu as acheté une maison dans une couleur que tu n'aimes pas. Tu as besoin de rafraîchir la maison. La femme te dit la cuisine, j'aimerais bien changer un petit coin comme ça. Exact. Ouais. Donc, des petits arrangements, des petites rénovations que tu vas faire. Ça, il faut le budgétiser. Il faut Mais le plus important qui arrive après le passage chez le notaire, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Marhaba bikoum. La fameuse taxe de bienvenue ou ce qu'on appelle la taxe de mutation. Ça, c'est très important. C'est quoi cette taxe? Tu dois la payer dès que tu franchis ta nouvelle maison? Oui, dès que tu es enregistré au registre foncier, que tu es propriétaire, la ville t'envoie le fameux compte de taxe de bienvenue. Elle s'élève selon un pourcentage sur le montant global de l'achat? Exactement. Okay. C'est à peu près... 10%? Non, c'est 5%? C'est à peu près pour un 250 000, c'est dans les alentours de 2000 et quelques. Pourquoi cette taxe? Cette taxe-là, ça s'appelle taxe de mutation. C'est une taxe immobilière qui fait financer les villes. C'est la ville, parmi les taxes, on parle de taxes municipales, mais il se finance aussi par les taxes de mutation. C'est Mohamed, toi, tu as parlé après l'achat. Moi, j'aimerais bien revenir avant l'achat. Oui. C'est-à-dire les préparations. Les personnes qui doivent se préparer pour s'acheter, pour s'acquérir leur demeure, leur domicile, leur maison plutôt. Oui. C'est là que commence. Il y a beaucoup de gens qui sont désorientés. Et tu sais, les communautés n'ont pas vraiment confiance aux agents. Les agents, comme on les nomme dans notre pays d'origine, les smasriya, c'est-à-dire les intermédiaires, c'est toujours, ils sont un petit peu mal vus. Est-ce que, je sais que toi, tu es dans le domaine, est-ce qu'il y a toujours cette méthode, ces façons, ces manières? C'est pas la même chose que dans nos pays d'origine. La profession ici, c'est très réglementé. Et tu peux signer un contrat et tout est établi dans le contrat. Par exemple, avec un contrat d'acheteur, contrat de courtage d'achat, tu peux déterminer tout ce que tu veux sur le contrat-là. Donc, dès que l'agent déroge à un point que tu as déterminé sur le contrat, tu peux l'annuler. Okay. Donc, tu détermines, voilà, je vais acheter dans telle frange de prix, je vais acheter dans telle zone, je vais acheter telle nature de maison, duplex, maison unifamiliale, triplex, condo, etc.
Tu détermines tous tes besoins, puis lui, il a qu'à suivre à la lettre tes besoins. Et le processus d'achat ici, il n'y a pas juste un seul intervenant, parce que je sais que c'est nous, il te ramène, puis c'est lui qui commande de A jusqu'à Z. Ici, c'est non. C'est toi qui initie le processus. Tu fais affaire avec l'agent, avec le courtier hypothécaire, avec le notaire, avec l'inspecteur. Et tu sais qu'ici, c'est interdit à l'agent des meubles de te recommander un inspecteur. Il doit te recommander aux 2 ou 3. Et c'est à toi de faire les recherches et de choisir le bon pour toi. La même chose pour le courtier hypothécaire, la même chose pour le notaire. Donc, il n'a pas à t'obliger de prendre tel notaire ou tel courtier hypothécaire ou tel inspecteur. Ok, avant de se présenter à la banque pour le prix hypothécaire, il y a la fameuse avance. La mise de fonds. La mise de fonds, c'est ça. Il y a beaucoup de familles que pour elles, ça représente un obstacle, un vrai obstacle. Il y en a qui sont prêts à s'engager par exemple, par des mensualités durant les 20-30 ans qui viennent, mais ça bloque les petits 20 000, les petits 15 000. La mise de fonds, il y a les façons de faire. Par exemple... C'est ce que je voulais vous demander. Il y a premièrement la lettre dedans. La lettre dedans. La lettre dedans que tu peux chercher chez les membres de ta famille. Il n'y en a pas du tout. La deuxième des choses... C'est quoi cette lettre dedans? La lettre dedans, c'est par exemple, tes parents peuvent te donner la mise de fonds, puis tu t'achètes ta propriété. Deuxièmement, tu peux recourir à ton RIER. Le gouvernement te donne la possibilité d'aller chercher ta mise de fonds via ton RIER. Par exemple, jusqu'à hauteur de 25 000 $ pour la personne, c'est son couple jusqu'à la hauteur de 50 000, 25 de chaque bord. Avant, il y avait ce qu'on appelle les cashbacks de la banque. C'est le retour, la ristourne en argent que les banques donnaient. Mais ça a été, à cause des articles de journaux, ça a été annulé par les banques. Donc, ils ne font plus la ristourne en argent pour la mise de fonds. Je connais beaucoup de gens qui ont désisté, c'est-à-dire qui ont annulé l'idée d'acheter une maison, rien qu'à cause de cet obstacle-là. Parce que avoir une somme de 20 000 pour se lancer, donc c'est un peu délicat. La chose que c'est pour ça que je te parlais de processus de préparation de bureau de crédit de la mise de fonds. C'est que, par exemple, parfois, on a juste travaillé. On n'a jamais accumulé des départs. Ce qu'on peut faire, c'est que d'aller chercher à travers ce qu'on peut cotiser comme RIER, on le cherche comme prêt. Un prêt RIER qu'on met dans un RIER. Ce prêt RIER-là, on peut l'utiliser dans les 90 jours après pour avoir cette preuve de mise de fonds la banque peut nous avancer comme mise de fonds. Le seul hic là-dedans, c'est que c'est un prêt. Donc, quand on va calculer la capacité d'endettement, on doit tenir compte de ce prêt-là. Ok. Le simple moyen de se préparer, c'est-à-dire de se préparer avant d'entamer le premier des 5 étapes. Le simple moyen. C'est, dans mon sens, à moi. Oui, bien sûr, parce que vous êtes un agent immobilier, un connaisseur. C'est la décision d'achat, ça se fait à long terme. C'est 2-3 ans à l'avance. C'est-à-dire ne pas décider, je vais acheter ma maison, on y va à l'avance. C'est pas à la hâte. Normalement, tu te dis, écoute, je vais mettre de côté 200 $ par mois. Okay. Ça va être pour la mise de fonds de mon achat, par exemple. C'est des prélèvements automatiques qui se font de la paye, puis ils vont à un compte bien spécifique. C'est le meilleur moyen à faire. Si tu dis, écoute, si j'ai de l'argent de côté, peut-être je vais le toucher pour X raison, mets-le dans ton RIER, parce que le RIER, si tu le touches, tu vas payer de l'impôt là-dessus. Ok, tu peux continuer. Et le RIER, si tu le mets l'argent dans le RIER, le gouvernement te donne la possibilité, si tu veux acheter ta maison, de retirer l'argent via ce qu'on appelle le régime d'accès à la propriété. Donc, tu peux aller chercher l'argent au sein de ton RIER pour acheter ta propriété.
Qu'est-ce que conseillerais-tu les gens de la communauté? Parce que tu sais qu'on est une communauté instable, c'est-à-dire on vit ici, mais on a toujours le cœur là-bas. Donc, c'est quoi les arguments pour pousser un immigrant à acheter sa demeure, à s'acquérir sa demeure ici, au Canada, au lieu de son pays d'origine? Le premier argument qui va convaincre tout le monde, c'est que le seul abri fiscal qui existe au Canada aujourd'hui, c'est la résidence principale. C'est cacher son argent. Principal parce que tu achètes et puis tu ne payes pas d'impôts si tu vas la vendre. Donc même si tu fais dans tes plans que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, je retourne chez moi, tu la vends. Tu vas la vendre et c'est zéro impôt et c'est le seul abri fiscal qui existe jusqu'à maintenant. Donc c'est à encourager. Oui, c'est ton fonds de retraite si tu veux retourner chez toi. Bien sûr. Et ça te permet, par exemple, parce que tu sais, t'achètes à crédit, la chose qui est un petit peu difficile chez nous. Et au fur et à mesure, tu rembourses. Donc, si tu finis après 15-20 ans de rembourser toute ta maison, la vente, ça va te faire un bon capital pour rentrer au pays. C'est un bon truc pour démarrer un projet au pays d'origine. Il y a une autre instabilité, c'est l'instabilité à l'emploi. Comment les gens pourraient, c'est-à-dire gérer si au cas où les gens se trouvaient à la porte, se trouvaient sans emploi? Est-ce qu'il y a des assurances qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'il y a... Bien sûr, c'est Mohamed. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'assurance salaire. Okay. C'est une assurance privée que tu peux prendre pour assurer en cas où tu arrives que tu perds ton emploi. Il y a l'assurance invalidité au cas où tu arrives un accident. Et aussi... Assurance décès aussi. Assurance décès en cas où tu veux que ta famille soit protégée pour ce bien-là, en cas qu'il arrive un malheur au chef de famille. Le crédit s'arrête. Exact. Okay. L'assurance paye le crédit au complet. Donc, c'est Mohamed, c'est tout ce que tu nous as aujourd'hui comme dossier. C'est quelque chose qu'on n'a pas cité là dans ce dossier. Pour l'achat de propriété, il y a un point très important, c'est la conjoncture. Vous savez qu'au Québec, ça fait 4-5 ans que les prix sont stables et là, ça commence à monter. Okay. Moi, je pense que c'est un très bon moment pour entrer, pour acheter, entrer dans le marché, devenir propriétaire. Et les prix vont monter, c'est sûr, dans les années à venir. Et merci Sidi Mohamed, et on arrive à la fin de notre chronique Question d'argent. Donc je te remercie beaucoup pour cet effort d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi. Merci. Donc salutations à vous, chers auditeurs, et on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute. Vous étiez toujours à l'écoute de Coin Maroc sur CKVL 100.1 FM.